L'anonymat, qui consiste à se planquer derrière un compte dont on ne sait pas qui c'est et de proférer des insultes, déjà c'est lâche, et en plus c'est intolérable. Vous avez vu comment on se fait insulter sur les réseaux sociaux par des comptes anonymes. Il faut enlever les masques sur les réseaux sociaux. Ah, attendez, c'est pas possible, c'est trop facile, c'est tellement facile. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat. C'est trop facile de se mettre derrière un compte anonyme et d'insulter tout le monde. Franchement, ça pourrit l'ambiance. Il y a quelques semaines, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Benjamin Griveaux, qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler l'affaire Pavlensky, qui est le nom de l'activiste russe qui a leaké des vidéos intimes du candidat à la mairie de Paris de La République En Marche. Il avait récupéré cette vidéo qui, pour rappel, est un échange entre deux adultes consentants via une personne complice. Si on en a entendu parler, c'est parce qu'il l'a publié sur son site qui est dédié à ça et que cette vidéo a été relayée par des personnalités assez suivies sur Twitter qui sont le docteur Laurent Alexandre et Joachim Sonforger. Bon, ça, ce sont les faits que tout le monde connaît. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce qui s'est passé après cet événement. On a vu un certain nombre de responsables politiques, la plupart faisant partie de la majorité, donc La République En Marche, s'exprimer sur le sujet de l'anonymat sur les réseaux sociaux, en réaction à cette histoire. Et trouvant là une énième excuse pour remettre sur la table cette rengaine qui dure maintenant depuis quelques années sur le fait qu'il faudrait supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux, ou plutôt aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat, pour reprendre les mots de notre cher président. Comme je pense que c'est un sujet très important, je vous propose qu'on s'y penche dans cette vidéo. Avant de commencer, j'ai deux petites annonces très rapides. On a fait un réassort sur For-Each. La deuxième collection est en partie assez rapidement. Tous ceux qui voulaient commander quelque chose et qui n'ont pas pu, parce qu'il n'y avait plus de stock, peuvent le faire dès maintenant dans la description. C'est un petit restock, voilà. Donc si vous voulez, il faut y aller maintenant. Deuxième truc, on recrute un stagiaire développeur qui aurait la fibre entrepreneuriale un peu. Pareil, plus d'informations dans la description. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Piotr Pawlenski a vraiment fait un acte d'activisme? Pour rappel, il justifiait son acte de cette manière. J'ai ouvert parce que je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ce type de médias, on a besoin de ce type de ressources. Parce que ce système maintenant c'est compliqué, parce que le système dit ok, personne il peut mentir pour ses électeurs, il peut être hypocrite. Mais après on va voir ce type de situation comme un gilet jaune, comme une grève et toutes les choses. C'est démocratie ou c'est pas démocratie? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel est le rapport entre cet événement et l'anonymat sur les réseaux sociaux? Parce que moi je vous le dis, il n'y en a aucun rapport, c'est incompréhensible. Alors peut-être qu'ils sont en déj d'excuses, mais là concrètement, on connaît l'identité de tous ceux qui prennent part à cette histoire. Piotr Pawlenski, on sait qui c'est. La victime, Benjamin Griveaux, on sait qui c'est. La personne complice, on sait qui c'est. Les personnes influentes qui ont relayé le truc, on connaît leur identité. Ou vraiment, je sais pas. Bon mais c'est pas grave, on va quand même réfléchir à la question. D'abord, on va clarifier un point. Si l'anonymat sur internet existe, dans tous les cas, il est vraiment assez compliqué de l'obtenir. Là, certains vont me dire « Ah bah c'est facile, moi j'utilise Norvège. » Ta gueule. Vraiment, tais-toi. Non, honnêtement, c'est pas aussi simple que ça. Si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo complète sur ce sujet. La plupart du temps, il faudrait plutôt parler de pseudonymat. Les autres utilisateurs ne connaissent pas votre identité, mais le réseau social possède des informations qui pourraient permettre de vous identifier. Comme votre adresse IP, à quelle heure vous vous connectez, pendant combien de temps. En fait, il en a même l'obligation, comme tous les hébergeurs de contenu depuis une loi de 2004. Donc en fait, dans ce débat, il faudrait plutôt dire pseudonymat. Par souci de simplicité, parce que tout le monde le fait aussi, je vais dire anonymat quand même. Alors faut-il supprimer l'anonymat sur internet? Pire idée. L'anonymat, c'est le garant de la liberté d'expression. Sans lui, c'est beaucoup de monde qui ne pourrait plus s'exprimer librement sans crainte. Les salariés, les fonctionnaires n'ont pas forcément envie que leur patron ou l'État les surveille sur les réseaux sociaux. Nos opinions politiques, notre religion, notre orientation sexuelle, notre avis sur les gens, c'est autant de sujets sur lesquels on s'auto-censure suivant avec qui, où on est. Et justement, Internet, c'est la place publique, là où tout le monde vous voit. Si on enlève la possibilité d'avoir un pseudonyme, ça va être le règne de l'autocensure et une sérieuse entame à la liberté d'expression, sans même parler des lanceurs d'alerte. Les réseaux sociaux deviendraient un espace aseptisé où on ne dira jamais rien qui puisse déranger qui que ce soit pour soigner son image publique. Cette société-là, où c'est pas le légal ou l'illégal qui pose problème, mais c'est juste le moralement acceptable ou le moralement inacceptable en fonction d'une ambiance du moment. C'est une société d'hypersurveillance qui est mise sous pression, et on a vu ça dans l'histoire, c'est en RDA où il y avait tout un système de renseignement, ou en Russie à l'époque à l'URSS. Potentiellement, toutes les personnes à qui on parlait étaient des délateurs potentiels, et les gens ne se disaient plus rien, jusqu'au jour où ça a explosé et ça a donné la destruction du mur de Berlin en 89.
N'oublions pas que des salariés d'Amazon ont déjà été licenciés pour avoir soutenu le mouvement des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux avec leur vrai nom. L'argument du « si on n'a rien à cacher, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un pseudo » n'a aucun sens. Bien sûr que si chacun devrait pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux en ayant la possibilité que tout le monde ne connaisse pas son identité. Tant que ça reste légal, bien sûr. Internet, quand il a été créé, c'est un endroit qui vous permettait d'être n'importe qui, de prendre n'importe quelle identité pour pouvoir faire des choses que vous ne faites pas dans la vie réelle, d'apprendre des choses que vous ne faites pas dans la vie réelle, de créer des choses que vous ne faites pas dans la vie réelle. C'est aussi ça la beauté d'Internet. Rien n'oblige que Internet soit le miroir de la vie réelle. Et puis il faut arrêter, l'anonymat, c'est pas un phénomène nouveau qui arrivait à l'ère des réseaux sociaux. Les pamphlets sous l'Ancien Régime qui attaquaient les institutions ou des personnalités publiques en sont la preuve. Selon moi, avant même d'être une mauvaise idée, c'est un peu naïf et illusoire de croire qu'on peut lever toute forme d'anonymat. Si on disait demain sur Twitter, on lève l'anonymat. Ça n'existe pas, parce que les gens ils iront sur Twitter bis, ils iront ailleurs, ils feront autre chose, ils feront des fausses identités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça n'est techniquement pas souhaitable et pas possible. À la limite, avec le système chinois, ça doit être faisable. Et encore. En fait, quand on regarde dans l'histoire d'Internet, le premier pays qui a voulu interdire l'anonymat, c'est la Corée du Sud, qui est un pays où historiquement la liberté d'expression sur Internet est assez peu protégée. Et ils ont fait une loi en 2007 qui imposait aux gens qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux de s'exprimer à visage découvert, et les réseaux sociaux avaient l'obligation de collecter l'identité réelle des internautes sud-coréens. Et cette loi-là, dans l'esprit, à la base de lutter déjà à l'époque contre les contenus de haine qui pouvaient être diffusés sur les réseaux sociaux sud-coréens. Et ce qui s'est passé, c'est que cette loi a été promulguée, donc d'un seul coup, les gens n'avaient plus le droit de s'exprimer à visage couvert sur les réseaux sociaux, et qui se sont déportés sur les réseaux sociaux étrangers, dans lesquels cette loi-là ne s'appliquait pas. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, tout le travail qui était fait par les plateformes sud-coréennes pour écarter les contenus réellement haineux et faire que par ailleurs les gens puissent s'exprimer librement sur des sujets parfaitement légaux, il n'y avait plus ce contrôle-là, et que ça devenait encore plus n'importe quoi, et que ça n'a fait qu'encourager la haine à monter. Et donc quelques années plus tard, le Conseil constitutionnel sud-coréen est revenu sur cette loi-là en disant mais en réalité elle a enfreint la protection qu'on doit à la liberté d'expression des Sud-Coréens, à leur droit à la vie privée, pour un résultat qui est nul et même potentiellement l'effet contraire à celui qui était espéré. Donc ils ont choisi d'annuler la loi, et depuis il n'y a plus d'interdiction de l'anonymat en Corée du Sud. On risque la même chose en Europe et en France avec ce type de loi. Mais en fait, pourquoi on voudrait lever cet anonymat? Une des premières raisons qui est évoquée souvent, c'est pour réduire les contenus haineux, l'appel à la haine, le racisme, etc. Mais est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment la jungle que certains décrivent? Eh ben non. Internet n'est pas une zone de non-droit. En 2018, ce serait plus de 500 personnes qui ont été attrapées et condamnées. Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est très simple. On va dire que Jean-Michel Frustré vous insulte sur les réseaux sociaux. Bien entendu, il utilise un pseudonyme parce que c'est un gros lâche. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez aller porter plainte pour harcèlement. Ensuite, la justice va aller demander à Twitter, par exemple, si ça s'est passé sur Twitter, les informations de connexion du compte anonyme, du gros lâche. À partir de ça, ils ont l'adresse IP de la personne. Ils font ensuite une demande aux fournisseurs d'accès Internet, SFR, Orange, etc., qui ont eux une base de données avec toutes les adresses IP qu'ils possèdent et les personnes à qui elles sont attribuées. À partir de là, ils ont son nom, son adresse, ils vont lui envoyer une convocation, et voilà. Donc, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut attraper quelqu'un avec un pseudo qui fait du harcèlement? Oui. Cela dit, il faut être honnête, ça marche quand même pas très bien, hein. On a un petit souci. 500, c'est pas beaucoup, du tout. Il y a donc un problème avec ce schéma. Ça, on est tous d'accord. C'est l'efficacité. Comment on détecte plus facilement des actes illégaux sur les réseaux sociaux et comment on peut accélérer toutes ces étapes. Parce que pour avoir déjà eu à le faire, ce processus, il est lent, très lent. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres problèmes. C'est que la personne qui te reçoit, le plaintier, comme on l'appelle, bon bah, il faut les former quoi, hein. Parce que les trucs que j'ai entendus... ça fait peur, hein. Vous avez qu'à fermer votre ordinateur. Le harcèlement sur Internet, c'est pas bien grave. Ouais, et tu me mets 2 F à paragraphe. Perso, j'ai quand même cette impression que là où les moyens de communiquer entre humains ont beaucoup évolué en termes de volume, n'est-ce pas, de modernité, à contrario, les moyens qu'on a pour tenter de réguler ça et d'appliquer la justice n'ont pas vraiment évolué. Ou alors, pas bien vite. Hein. À un moment donné, c'est important l'orthographe. Orthographe, pareil avec 2 F. Mais ce serait abusé de mettre tout sur le dos de la justice. Parce que la réalité, c'est que ça dépend aussi beaucoup d'autres acteurs, notamment les réseaux sociaux. Déjà, il y a le fait qu'ils peuvent mettre des plombes à envoyer ces précieuses informations de connexion. Mais ensuite, la question c'est, est-ce qu'ils pourraient lutter mieux contre à la fois la désinformation, qui est un autre sujet important relié à l'anonymat, et lutter de façon proactive contre les contenus haineux? Il y a des lois en France qui régissent, on a déjà un arsenal législatif pour lutter contre la haine sur Internet. Il y a aussi une responsabilité à mettre sur les
plateformes, notamment les plateformes de réseaux sociaux, pour leur expliquer qu'elles ont des termes et conditions, elles ont des règles internes, il faut qu'elles appliquent ces règles internes et qu'elles luttent réellement contre ça. On voit l'utilisation de Twitter notamment par Donald Trump qui devient un vrai outil politique au sens large, donc ils ont une responsabilité qui est immense, ils ont la responsabilité morale de lutter contre les trolls, contre la haine. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir notamment sur Twitter, c'est que c'est assez peu fait. C'est quand même des boîtes qui ont les meilleures équipes du monde et qui sont capables de faire des prouesses technologiques pour tout ce qui va concerner, ce qui va faire rester un utilisateur le plus longtemps sur l'appli possible. Ça, tout de suite, il y a du monde, là il n'y a pas de problème pour investir. Mais pour tout ce qui est détecter les contenus illégaux et les fake news, il y a moins de monde, il y a moins de budget, tout de suite on est ric-rac. Et pourtant, c'est pas impossible. Il y a un certain nombre d'études et d'expérimentations qui ont été faites, par exemple sur la détection de fake news grâce au machine learning, et ça donne des résultats, on y arrive. You are fake news. Les fake news provoquent en général beaucoup plus d'émotions parce qu'elles sont beaucoup plus sensationnalistes. Et on a notamment remarqué que le pattern de viralité est assez différent d'une information classique. Genre ça se propage 6 fois plus rapidement. Quant à la détection de contenus illégaux sur les réseaux sociaux, harcèlement, racisme, incitation à la haine, etc., on peut pas dire que c'est évident, mais ça fait déjà assez longtemps qu'on a des outils qui permettent par exemple de déterminer quel est le sentiment d'un message. Ici de la joie, de la haine, de la peur. La recherche sur l'intelligence artificielle a déjà pas mal avancé. Alors il faut pas non plus s'emballer. Entre théoriser le truc et l'appliquer sur des services aussi monumentaux, bien entendu, ça peut prendre du temps et c'est assez compliqué. On peut prendre l'exemple de l'application Bodyguard par exemple. Une appli qui permet de filtrer les commentaires haineux sur YouTube. Donc je n'ai pas besoin bien sûr parce que vous êtes des personnes adorables et qui débattent d'informatique dans les commentaires. Donc voilà, il y a pire, dire, en termes de haine. Bref, Bodyguard, de ce que j'ai entendu des copains, ça marche très bien. On peut faire un petit test, n'est-ce pas? On va faire une démonstration. Ok, générer un commentaire aléatoire. Bah, chez FDP, il est détecté. Et ça, c'est bon. De l'amour, c'est pas flag. Incroyable. T'es horriblement moche, mec, c'est pas sympa. Ah bah non, ça, c'est pas très cordial, ça. Oula. Non. Bon, bref. Après, pour détecter quelque chose d'illégal, c'est forcément plus compliqué. Tout ce qui est haineux n'est pas forcément illégal. Si vous pouvez plus dire « je te déteste » à quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Enfin, le faites pas, ça sert à rien, mais quand même, on devrait pouvoir. Tout ça pour dire que on sait faire des trucs assez avancés quand même. Une autre question que ça pose, c'est que dans tous les cas, il faut pas mal de travail humain. À la fois pour traiter les posts sur lesquels les algos de modération ont un doute, et à la fois pour créer les jeux de données qui vont les entraîner. Et les conditions de travail des personnes qui font ça ne sont pas excellentes. Pour ceux que le sujet intéresse, je vous conseille Invisible les travailleurs du clic, une série géniale qui est sortie il y a peu, que vous m'avez fait découvrir d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo sur Uber Eats, et je vous en remercie, c'est cool. Vous m'apprenez des trucs, moi je vous en apprends aussi parfois. Mais bon, ils peuvent y arriver. La question c'est, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Et ça, c'est moins évident. Alors certes, les nouvelles générations sont de plus en plus sensibilisées à ces sujets, sur les questions de fiabilité de l'information, de harcèlement en ligne, etc. Donc être proactif sur ces sujets, c'est peut-être un bon investissement en termes de marketing. Ça pourrait avoir un bon impact sur l'appréciation des utilisateurs de la plateforme, pour les nouvelles générations, mais aussi pour les parents. Une idée qui semble confirmée par les annonces de Facebook qui ont suivi les gros scandales qu'il y a eu après l'élection américaine de 2016, pour laquelle les réseaux sociaux, les annonces ciblées et les robots ont eu une importance capitale. Cependant, ça ressemble quand même beaucoup à un effet d'annonce. Il faut pas oublier que les fake news sont la plupart du temps créées dans un but lucratif, plutôt que pour manipuler les masses de population. Pourquoi? Parce qu'elles se partagent beaucoup mieux. Donc ça génère plus de trafic. Plus de trafic, plus de pubs, plus de pubs, plus de thunes. Et la valeur de Facebook et des autres réseaux sociaux dépend principalement du taux d'engagement de ses utilisateurs. Le nombre de RT, de likes, notamment parce que ça leur permet de mieux cibler encore la personnalité des gens et après de vendre des meilleures pubs. Mais aussi parce que c'est un signe que la plateforme fonctionne, qu'elle grandit et donc les actionnaires sont contents. Donc on comprend mieux pourquoi la rentabilité de lutter contre ces phénomènes n'est pas forcément évidente à déterminer. Bref, c'est un sujet qui est passionnant mais complexe. J'espère que vous aurez eu un petit aperçu de ma vision des choses. Toujours est-il que selon moi, le discours qui consiste à blâmer l'anonymat sur les réseaux sociaux pour tout et rien est un discours qui est fondamentalement dangereux et contre lequel il faut lutter. Ce que j'ai tenté de faire notamment dans cette vidéo. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire des sujets dans ce genre, un peu politisés et tout. Mais là je me suis dit c'était intéressant, il y avait des choses à dire. Donc je l'ai fait, voilà, pourquoi pas, après tout. Moi aussi je m'interroge sur le monde dans lequel je vais vivre. Et le futur qui se dessine à chaque fois que quelqu'un prononce fin de l'anonymat, reconnaissance faciale, est un monde triste et gris. C'était Bicode. Salut.